Meurtre en Bretagne par Eric Vincent. Du haut de son bureau, se tenant à proximité de la baie vitrée, Charles Germain jouissait d'une vue imprenable sur le port de Kerguelen. Autant dire son port. En effet, Charles Germain, riche et unique armateur de la ville, était parvenu à éliminer ses concurrents au fil des années, pour finalement détenir le monopole de la pêche dans son fief. À droite, la flottille de bateaux s'apprêtait à prendre la mer. Les marins étaient sur le pont et s'affairaient comme un véritable essaim d'abeilles. Les filets étaient vérifiés soigneusement. Le moindre accroc risquait de s'agrandir, et les pêcheurs verraient alors le fruit de leur travail s'échapper des mailles piégeant le poisson. À gauche du port trônait fièrement le nouveau tonnier dont il avait fait l'acquisition. Ces hommes mettaient la dernière touche à sa préparation, en prenant soin comme s'il s'agissait d'un nouveau-né. C'était l'une des dernières fois qu'il le voyait, un tonnier de ce gabarit n'étant pas destiné à travailler dans les eaux bordant la Bretagne. Il l'avait acheté sur les bases d'un solide contrat, passé avec un leader de la distribution du thon. Avec les deniers rapportés par ce nouveau bâtiment, ses affaires prendraient une autre dimension. À 50 ans, Charles Germain agissait en véritable fourmi travailleuse, engrangeant sans répit des bénéfices de son activité, se comportant comme une araignée augmentant sans cesse la taille de sa toile. Il n'avait rien perdu de son ambition dévorante, bien au contraire. C'était un homme pingre. Dans sa jeunesse, il avait dépensé sans compter. L'âge venant, il avait appris à compter, à économiser, à gérer ses affaires. Il ne s'autorisait que de rares dépenses. Ses seules folies consistaient en une belle résidence, dotée d'une surface de terrain confortable, demeure sans luxe tapageur, d'une BMW haut de gamme qu'il utilisait pour ses trajets, et d'une Ferrari qu'il avait offerte à sa femme, Laure. À part ça, un comptable aurait pu affirmer sans nul doute que Charles Germain vivait en dessous de ses moyens. Passait-il son argent? Nul ne le savait, et surtout pas son épouse animée d'un tempérament de folle dépensière. Ayant appris à ses dépens à 2 ou 3 reprises, il tenait les cordons de la bourse soigneusement fermés, au grand désespoir de sa légitime. Laure s'impatientait. Pour tuer le temps, elle s'était livrée à une fouille en règle de la maison. Comme à son habitude, chaque fois que son mari s'absentait, elle cherchait, jusqu'en dans le moindre recoin, le numéro de compte en banque que possédait son mari. Ce dernier lui avait révélé qu'il prélevait régulièrement des sommes sur son compte personnel, dans le but d'en faire un capital revenant à sa femme en cas de décès. Ce capital était bloqué sur un compte, mais il avait toujours refusé de dévoiler le numéro. Un jour, elle l'avait surpris en pleine ouverture du coffre. Elle avait noté les numéros de la combinaison du coffre. Dès son départ, elle s'était naturellement précipitée pour en examiner le contenu. À son grand désespoir, elle n'avait trouvé que des papiers confidentiels, des contrats que son armateur de mari conservait ici, à l'abri des regards indiscrets de ses employés. Elle avait eu beau retourner tout le coffre, toute la maison, maintes et maintes fois, elle ne trouva jamais quoi que ce soit qui ressemblât à un numéro de compte bancaire. Une fois encore, sa soif de découverte n'avait pas été satisfaite. Elle devait se résoudre à accepter un fait évident. Soit son mari était franchement malin, et cachait bien son trésor, soit il avait menti et dépensé son argent avec une quelconque maîtresse. Rien qu'à cette idée, Laure éprouvait de la rage et de la colère. Elle avait le droit d'avoir un amant, elle avait seulement 35 ans, et son mari, Charles, était loin de satisfaire ses exigences. De plus, elle imaginait mal son mari dans les bras d'une maîtresse, la couvrant de bijoux et de fourrures, lui qui était si pingre et qui ne s'intéressait véritablement qu'à une seule chose, ses bateaux. Non, non, il était impossible qu'il ait menti. Sur un compte bancaire inconnu se constituait un joli magot, et elle aurait bien aimé mettre la main dessus. Après tout, n'avait-elle pas épousé Charles pour son argent, et uniquement pour ça? Elle commençait à perdre patience lorsque la sonnerie du téléphone retentit enfin. Elle décrocha fébrilement le combiné. Allô, je suis bien chez Madame Germain? Laure Germain? C'est elle-même. C'est toi, Romain? Oui, oui, c'est moi. C'est bon, tout est prêt. Nous appareillons bientôt. Le matériel est prêt. Il va y avoir une belle surprise. Tu as juste le temps de préparer le terrain. Ensuite, tu lui téléphones à 3 heures pile. Tu as l'appareil? Oui, répondit-elle. Ok, continua Romain. Tu lui téléphones donc à 3 heures. Le temps qu'il réagisse, qu'il monte dans sa voiture et qu'il parte en trombe, il devrait être 3h20 lorsqu'il arrivera au passage des Mouettes. Et alors là, il aura la surprise du siècle, s'écria Romain en criant aux éclats. Ce vieux schnock va enfin payer, rajouta Laure. Ne t'inquiète pas, tout sera au point lorsqu'il arrivera sur les lieux. À plus tard, mon chéri. Elle raccrocha le combiné d'un air vainqueur, l'air d'une personne qui s'apprête à se libérer d'un problème pesant. Son mari.
Charles Germain se servit un cognac, sortant la bouteille de cordon bleu d'un petit bar dissimulé dans l'une de ses armoires de rangement. Lorsque les affaires tournaient comme il l'entendait, lorsqu'il marquait un point décisif face à la concurrence, il appréciait la dégustation d'un bon cognac. Contrairement à ce que pensaient certains de ses amis, accompagner cette délicieuse eau-de-vie d'un cigare était un sacrilège. Mêler la saveur de ce breuvage à celle d'un bon Havane revenait à gâcher le goût de ces deux éléments qui contribuent à son bonheur et à son bien-être. Le grésillement de l'interphone vint interrompre ces quelques instants de quiétude, et ce fut en bougonnant qu'il enfonça une touche pour écouter le message. La voix de sa secrétaire lui parvint. « Vous avez une personne sur la deuxième ligne, monsieur le directeur. »« Qui donc? Comment s'appelle-t-elle ?»« Votre correspondance n'a pas décliné son identité. Il dit simplement que c'est très important, monsieur. »« Bien, passez-le-moi, » fit Charles sur un ton pour le moins autoritaire. Il se demandait à quoi ça rimait. Un correspondant anonyme? Un maître chanteur qui avait peut-être découvert qu'il capitalisait des sommes rondelettes cachées au fisc. Il décrocha le téléphone après avoir enfoncé le bouton clignotant sur la ligne 2. « Oui, allô? Qui est à l'appareil ?» tonna l'armateur. « Un ami qui vous veut du bien, » répondit le mystérieux interlocuteur. La voix de ce dernier paraissait venir d'outre-tombe, déformée par un appareil électronique. Elle était impossible à reconnaître. L'appel anonyme entendait le rester. « Comment ça, un ami? Depuis quand les amis utilisent-ils des... À l'autre bout du fil, la voix interrompit sèchement Charles Germain. « Écoutez-moi. Votre femme se trouve en ce moment avec Sodamant à la villa La Marée, sur la route de Concarneau. Si j'étais à votre place, j'irais faire un tour là-bas, histoire de vérifier que je ne raconte pas d'histoire. » La voix se tut et fit place à la musique téléphonique indiquant que la communication était achevée. Le sang de Charles Germain ne fit qu'un tour. Lui, cocu? Avec un peu de chance, la ville entière était au courant. Il était le seul à ne rien voir. Il devait être la risée de tous, le centre de tous les commérages. Il reposa son verre à cognac si brusquement qu'il se brisa net entre ses mains. Malgré la coupure et le sang qui coulait, il s'empara des clés de sa voiture et sortit de son bureau en trombe. La BMW fonçait à vive allure sur la vicinale. Pourtant, Charles ne l'avait jamais empruntée. Peu importait. Il était fermement décidé à trouver cette sacrée villa La Marée et à cravater le salaud qui s'occupait de sa femme de manière si peu cavalière. À plusieurs reprises, la BMW était partie en dérapage. À chaque fois, il l'avait redressée brillamment. Expérimenté comme il l'était, il conduisait très souvent, il n'avait rien à craindre. La route descendait vers la côte pour remonter après un virage assez sec, surplombant une petite falaise d'une quinzaine de mètres de hauteur. Il ne connaissait pas cet endroit appelé le passage des Mouettes, et cependant sa longue expérience de conducteur l'amena à ralentir considérablement à l'approche du tournant, malgré la rage et la fureur qui l'animaient. Il ne voyait pas l'intérieur du virage. Il y avait donc danger. Ce ne fut que trop tard qu'il découvrit une énorme tache d'huile sur la route, dissimulée par une bosse que faisait la route à cet endroit. La bosse fit faire un soubresaut à la BMW, et elle fonça droit sur l'huile, en situation de déséquilibre. L'ABS va corriger cette petite erreur de conduite, et va éviter le dérapage des roues, pensa-t-il en une fraction de seconde. À sa grande surprise, les roues se bloquèrent en passant sur l'huile, et il glissa sans pouvoir contrôler la réaction du véhicule. La voiture partit en crabe dans le virage et s'abîma avec fracas au bas de la falaise, sur les rochers. La BMW, déchiquetée, explosa et prit feu sous la violence du choc. Avant de toucher le sol, Charles eut cette dernière pensée. Mais pourquoi ce putain de freinage n'a pas marché? Les pompiers étaient présents, mais pour une fois, ils étaient arrivés trop tard. La gendarmerie était également sur les lieux. Il avait fallu faire appel à un grutier pour remonter ce qu'il restait de la voiture. Elle était en piteux état, complètement disloquée, soufflée par l'explosion. Le corps de l'accidenté était méconnaissable. Les proches éprouveraient mille peines à identifier le corps mutilé, brûlé, carbonisé, gisant devant la carcasse calcinée. Pompiers et gendarmes commentaient l'accident. Le brigadier chef Lanique connaissait Charles Germain. Il s'adressa au chef des pompiers. « Ce coin, ce foutu virage, il est vraiment dangereux pour ceux qui ne le connaissent pas. »« Mais le conducteur, il le connaissait ce virage ?» répondit le pompier. « Ben non, c'est là le problème. Il y a intérêt à le connaître avant ce virage, parce que après, généralement, c'est trop tard. Surtout avec cette flaque d'huile au beau milieu, il n'avait pas une chance l'armateur. »« C'est pas vrai, dit Lanique. D'abord, c'était un excellent conducteur, même si souvent il roulait trop vite. Et en plus, sa voiture, j'aimerais bien en avoir une comme ça. Une BMW, ça ne se retourne pas comme une crêpe, ça tient la route. En plus, celle-ci était équipée de l'ABS de série. Normalement, avec ce système, il pouvait passer sur l'huile sans que les routes se bloquent.
Ce qui a dû lui arriver pour qu'il sorte de la route et qu'il arrive ce qui est arrivé. Pas normal. Son ABS a pu tomber en panne et il ne s'en est pas aperçu. Faudrait vérifier ça, lança Lannick à son collègue Barbenec. Ah, ça va pas être facile, chef, hein. Je dirais même que c'est sûrement pas possible, vu ce qui reste de la voiture, dit son timide collègue. Eh ben, t'iras chez sa veuve lui annoncer la nouvelle et lui demander, par hasard, si son mari n'avait pas parlé de problème avec sa voiture, s'il n'avait pas l'intention de lui faire faire une révision. Si ça se trouve, la Loen, le garagiste de Kerguelen qui a vendu l'auto, il lui a vendu une voiture pourrie, accidentée, qui ne serait pas passée au marbre et qui aurait un vice caché. Si c'est le cas, il va plonger pour homicide involontaire, le Albert Loen, conclut le brigadier Lannick. Tiens, je ne serais pas étonné qu'il l'ait fait, ce cochon de vendeur de tas de ferraille. Pour s'épouser la veuve Germain qu'il affectionnait beaucoup, comme tout le monde le savait. Sauf ce pauvre bougre de Germain. Allez, Barbenec, foutez-moi le camp, vous devriez déjà être parti depuis longtemps. Eh, Barbenec, du tact, hein, mon vieux, du tact. Demandez en douceur, fermement, mais en douceur. S'agirait pas que la dame Germain claque de tristesse et d'un arrêt cardiaque. C'était toujours comme ça. Chaque fois qu'il y avait un mort sur la route, c'était Barbenec qui se chargeait d'annoncer la mauvaise nouvelle à la famille. Il détestait cette partie du boulot et son chef Lannick aussi. Vraiment c'était le chef, et c'était au subalterne qu'il était qui incombait les sales besognes. La bâtisse impressionnait non pas par la taille, mais plutôt par le goût avec lequel elle était arrangée. Le jardin, soigneusement entretenu, rehaussait le charme de la demeure empreinte des détails pittoresques d'une maison bretonne. Le gendarme Barbenec hésita quelques instants avant d'appuyer sur la sonnette fixée à l'entrée de la maison, fermée par une imposante et massive porte en bois. Comment allait-il s'y prendre pour annoncer la défunte nouvelle? Allait-il lâcher brusquement la phrase, ou bien bredouiller quelque amabilité banale avant de s'en mêler complètement dans ses explications et ses condoléances, comme à son habitude? Alors décidément, il n'aimait pas ce travail. Il n'avait pas pensé à cet aspect du boulot lorsqu'il avait choisi la voie de la gendarmerie. Refoulant ses appréhensions, il pressa le bouton de la sonnette. Un son grave, la tonalité du glas, retentit. Il se décida et improviserait selon la situation. Madame Germain ouvrit la porte, vêtue d'un peignoir cachant une fine chemise de nuit satinée. Elle parut surprise de le voir. Oui, c'est à quel sujet? Vous êtes bien Madame Germain? Oui, pourquoi? Que me voulez-vous? Dit-elle avec un peu d'appréhension. Ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas tout avoir découvert. Romain n'avait pas parlé. Ce n'était pas avec ce balourd de brigadier-chef Lannick qu'elle réussissait quelque chose. Vous étiez en train de dormir, peut-être? Demanda Barbenec. Oui, j'étais fatigué. Je me suis couché pendant 3 bonnes heures. Pourquoi? Bien, parce que pendant votre sommeil, madame, il est arrivé un grand malheur. Un grand malheur? Oui, votre mari... comment dire, il a... Eh bien, parlé. Qu'est-il arrivé à mon mari? Il n'a pas de problème, au moins. Ne me dites pas qu'il a encore commis des excès de vitesse. C'est probablement ce qui a causé l'accident. Il a eu un accident? Oh non, c'est pas vrai. Il n'est pas... Si, madame. Sa voiture a été précipitée du haut d'une falaise et a explosé. Il n'a pas souffert, c'est la seule certitude. Oh mon Dieu! S'écria l'arme en pleurs. Elle s'évanouit, terrassée par l'émotion. Elle chuta en avant vers le gendarme Barbenec. Il ouvrit les bras et recueillit la malheureuse, lui évitant un atterrissage douloureux. Laure était étendue sur le divan, inanimée. Barbenec s'évertuait à lui faire respirer une bouteille de parfum trouvée dans la salle de bain, faute de mieux. Une odeur bizarre émanait de cette femme. Pour le bricoleur du dimanche qu'il était, il ne faisait aucun doute qu'elle sentait l'huile de vidange. Pour un peu, il aurait abondé dans le sens de son chef, attribuant la mort de M. Germain à une malveillance de Loen, le garagiste, laissant ses traces sur sa maîtresse. Allons, allons, je ne vais pas croire aux conneries du chef, se dit-il. Tout de même, une femme de son rang mettant elle-même de l'huile dans le moteur de sa voiture, c'était inhabituel. Elle était plutôt du genre bourgeoise et raffinée. En plus, pourquoi se mettre en chemise de nuit avec cette odeur? Bon, enfin, bref. Laure, aspergée par le gendarme, submergée par les effluves du parfum, consentit à ouvrir un œil. Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Vous êtes chez vous, vous êtes évanoui lorsque je vous ai appris que votre mari était... mort. Ah oui, mon pauvre mari. Elle lâcha un sanglot. Mais comment est-ce arrivé? Sa voiture a dérapé sur une flaque d'huile, elle a glissé... Oh, mon Dieu! Que vais-je devenir? Vous me dites que la voiture a dérapé? Oui, madame. Est-ce dû à un problème mécanique, cet accident? Comment ça? Bien, est-ce normal qu'il n'ait rien pu faire sur cette flaque d'huile?
À vrai dire, madame, tout autre que lui aurait été précipité au bas de la falaise. Mais il était réputé pour avoir un bon coup de volant. En plus, sa voiture était récente et équipée de l'ABS, un équipement qui aurait dû lui éviter de glisser. Alors ses craintes étaient fondées. Ses craintes? Oui, il avait constaté que le système de freinage ne fonctionnait pas parfaitement. On m'avait fait part de son désir de la faire réviser. Il devait le faire la semaine dernière. Oui, il a dû le faire la semaine dernière. La facture doit se trouver là, dans le classeur à documents. Elle ouvrit le dit classeur et plongea la main à l'intérieur pour en sortir la facture immédiatement. Tenez, la voici. Elle mentionne qu'aucune anomalie n'a été détectée. Faites voir, dit le gendarme. Il prit la facture. Elle venait du garage Albert Lohen à Kerguelec. Ah, ça m'étonne pas, mon petit Barbenec, tonna le chef Lannick. Ce foutu ferrailleur d'Albert Lohen est un filou. Je parie, t'entends, je parie ma cheville que cet idiot, ce bandit n'a rien réparé parce qu'il n'y connaissait rien et qu'il a quand même empoché une petite note de 500 balles de main-d'œuvre. La haine entre Lannick et Lohen était connue de longue date. Par malheur, le premier avait acheté plusieurs véhicules au second, véhicules qui s'étaient avérés être des sources de panne. Échaudé, Lannick avait finalement décidé de bouder le seul garage de Kerguelec et s'en aller acheter ses autos à Concarneau, chez d'honnêtes vendeurs comme il disait. Depuis, il vouait une haine viscérale à Albert Lohen. En plus, reprit-il, ce Lohen avait des vues sur Madame Germain. Ce cochon aurait bien profité de l'occasion pour trafiquer la voiture du mari, pour de l'envoyer ad patresse et pour consoler la veuve éplorée. En plus, la voiture a dérapé sur de l'huile, ajouta Barbenec. De l'huile? Bah, bien sûr qu'il a dérapé sur de l'huile. Pourquoi me le rappelles-tu, Barbenec? Bien, de l'huile, ça se trouve chez... Ben quoi? De l'huile, ça se trouve chez un garagiste, pardi. Justement, chez un garagiste. Ah oui, un garagiste comme... Lorraine? Oh merde, tu pouvais pas me le dire plus tôt? C'est du crime tout signé, ça. Eh, vous emballez pas, chef, si ça se trouve. Ouais, si ça se trouve, interrompit le brigadier chef Lannick. C'est Loen qui a trafiqué la voiture, répandu de l'huile sur la route, et monté je ne sais quel bateau à Jarmin pour lui faire prendre le volant et l'envoyer dans le décor. Possible, chef, mais il faut le prouver et interroger Loen. Ouais, c'est couru, ça. On va lui faire cracher le morceau à Loen. On prend l'estafette et on va droit chez lui. Le chef Lannick flairait la grosse affaire, celle qui lui ferait prendre du galon, qui lui permettrait de régler ses comptes avec un nommé Albert Loen. Le garagiste était seul devant sa table, en train d'avaler un reste de cassoulet réchauffé. La télévision diffusait un jeu débile qu'il regardait distraitement. Drôle de façon de passer un samedi. Assis devant la télé toute la journée, cette foutue télé était son seul compagnon depuis que Lord Germain refusait de le voir. Ah, Lord, quelle joie d'avoir été son amant. Malheureusement, il s'affichait trop ostensiblement depuis plusieurs semaines. Les commérages allaient bon train, et Laure lui avait parlé de ses craintes, la peur que son mari apprenne sa liaison. Connaissant le tempérament bouillant de son mari, elle avait préféré mettre un terme à leur union adultérine. Albert Lowen l'avait mal pris, avait menacé de faire un malheur si elle le quittait. À présent, il était devant le fait accompli. Laure l'avait quitté définitivement. Il fut tiré de son rêve lorsqu'il entendit frapper bruyamment à la porte. « Qu'est-ce que c'est » brailla-t-il. « La gendarmerie !»« Les gendarmes, qu'est-ce que vous voulez ?»« Ouvrez, au nom de la loi, ouvrez ou nous enfonçons la porte. »« Ok, ça va, j'arrive, » finit par lâcher Loen. Il ouvrit la porte et découvrit les deux gendarmes. Voyant Lannick, son visage, qui n'affichait pas un sourire radieux, se décomposa littéralement. « Qu'est-ce que vous voulez » grommela Loen. « Te poser quelques questions » annonça le gendarme, sûr de son effet. « Des questions? Quelles questions ?»« Des questions d'emploi du temps. »« Quel emploi du temps ?»« Le tien, bougre d'andouille. Tu vas nous dire vite fait ce que t'as fait cet après-midi. Disons entre 13h et 15h30. Ben c'est facile, j'ai regardé la télé toute la journée. Tu as un témoin? Bah non, j'étais tout seul. Pas d'alibi, c'est bien ce que je pensais. Je t'arrête pour le meurtre de Charles Germain. Tu nous suis sans discuter, Loen. Hein? Quoi? Charles Germain était assassiné? Oui, ne me dis pas que tu y es pour rien. T'as pas d'alibi, il s'est planté en voiture, voiture révisée par tes bons soins la semaine dernière, son ABS n'a pas fonctionné et comme par hasard, il a glissé sur une énorme flaque d'huile sur une route où ne passe jamais le moindre poids lourd, le seul engin susceptible de perdre une telle quantité d'huile. Tu sais bien où ça se trouve de l'huile? Dans un garage. Dans ton garage. En plus, tout le monde sait que tu as des vues sur la veuve Germain avec qui tu fricotes pas mal. C'est pas vrai, cria Loen. Elle a rompu notre liaison. Elle a rompu et t'étais d'accord.
Non, je... Ah, tu vois, tu zigouilles son mari pour régler le problème. Comme ça, elle revient dans tes bras et tu la consoles. Allez, t'es en état d'arrestation. Barbenec, mettez-lui les menottes. Albert Lohen dut descendre des escaliers pour monter dans les estafettes. Avant de fermer l'appartement et de poser les scellés, Barbenec alla couper le poste de télévision. Il était bouillant. Bizarre, se dit-il. Son poste est tout neuf, il ne devrait pas chauffer autant. À moins qu'il soit allumé depuis le matin. Ce qui confirmerait l'alibi d'Albert Lohen. Mais je m'en fous de son poste, gueula Lannick. C'est de la merde, comme tout ce qu'il vend. Je te dis qu'il est coupable. C'est un meurtrier, j'en suis sûr. D'ailleurs, c'est la police criminelle qui va prendre l'affaire en main. La police? Bah oui, la police. Tu sais pas ce que c'est? Si, mais allez, là, il y a un crime. Faut des spécialistes. Moi, j'ai appelé la police. Elle envoie l'inspecteur de Paris. Comment il s'appelle? Ramon Olivares. Encore un gars de bien de chez nous, celui-là. Ramon Olivares, le fameux inspecteur de la police judiciaire de Paris. Barbenec en avait entendu parler. Un cerveau génial dans un corps ressemblant à une benne à ordures. C'était la meilleure définition d'inspecteur Olivares. Une odeur de sueur, de crasse et d'oignon flottait dans les trois compartiments. Une vieille dame, n'y tenant plus, lança: Vous pourriez au moins arrêter de manger ces oignons, à défaut d'utiliser un savon pour vous laver, monsieur. Pour toute réponse, Olivares éructa profondément, consciencieusement, jusqu'à ce que le dernier gaz se soit échappé de son énorme estomac. Le train parvenait à destination. Il prit sa valise, sortit du compartiment et s'engagea dans le couloir. Le train ralentissait. Il aperçut la gare de Kerguelen. Olivares appartenait à cette catégorie de personnages que l'on qualifiait facilement d'odieux répugnants. Il était âgé de 50 ans, mais en paraissait largement 65. Son visage était bouffi, rouge à force d'absorber continuellement de la tequila. La consommation de cet alcool, ainsi que le grignotage immodéré d'oignons crus, étaient les seuls liens avec ses origines mexicaines. Il ne parlait pas un traître mot d'espagnol. Ramon était un gros bonhomme, la graisse étant mi-présente sur un corps culminant à 170 cm. Il devait peser dans les 130 kilos. Sur son visage rondouillard, il y avait un gros furoncle, des oreilles décollées, une barbe sale, des cheveux rares, longs et aussi sales que la barbe et la peau. Il puait à une distance respectable, portait toujours le même costume gris terne, avec une sempiternelle écharpe crasseuse censée le protéger des agressions des acariens et des pollens auxquels il était profondément allergique. De plus, il souffrait d'asthme et la boyarde maïs perpétuellement collée au coin de ses lèvres n'arrangeait rien. Bref, Ramon Olivares n'avait jamais eu de jeunesse. Il avait dû naître moche, sale et bouffi. Pourtant, détail ô combien anachronique, il conservait de sa jeunesse le moyen de transport, une mobilette. Il la transportait partout. Lorsqu'il eut quitté le train, il alla naturellement récupérer sa précieuse machine et fit une halte devant un arbre, histoire de soulager sa vessie surchargée des restes de tequila. Il détestait utiliser les toilettes des trains, seul souci hygiénique qu'il eût apparemment. En sortant de la gare, Olivares tomba sur un comité d'accueil bleuté. Il serra la main des deux gendarmes et monta sa précieuse mobilette à l'arrière de la camionnette bleue. Barbenec démarra et partit sur les chapeaux de roue, en direction de l'unique hôtel de Kerguelen. Je loge où? À l'hôtel juste à côté de la gendarmerie. Comme ça, si vous avez besoin de quelque chose, vous serez à proximité pour venir nous voir, monsieur l'inspecteur, dit le brigadier chef Lannick. C'est confortable? Voilà ce qu'il paraît, il faudra vous en contenter, c'est le seul hôtel de la ville. Ouais, ok, marmonna Olivares. Il avait pris connaissance du dossier dans le train en venant à Kerguelen. Des tas de choses l'ennuyaient. Ou le gars qui avait monté ce dossier était bourré et avait oublié la moitié des faits, ou le gars Lohen qui bondissait en tôle en détention provisoire était blanc comme neige et était à l'ombre pour des prunes. Ce qu'il disait dans ses feuilles était bien faible pour constituer un dossier sérieux. Même avec un avocat aussi cloche que celle de Pâques, il serait acquitté en moins de deux. Soit ce gars avait bien caché son coup, soit les deux gendarmes qui l'accompagnaient étaient des abrutis complets et s'étaient un peu précipités pour passer les menottes aux prévenus. Des tas de détails n'avaient pas été vérifiés. L'emploi du temps du bord avant son accident, ses appels téléphoniques, analyser la carcasse de la voiture, l'huile répandue sur le sol, et puis, pourquoi pas, vérifier l'emploi du temps de la veuve Germain, qui était apparemment le genre de femme à collectionner les amants. Vous avez des renseignements à nous demander, monsieur l'inspecteur? Ah oui, un sacré paquet. Vous avez examiné la voiture du mort? Non, faut dire que, vu ce qu'il en reste, c'est difficile. Enfin, on vous la montrera, hein, pour vous constatiez les dégâts par vous-même.
Vous avez pensé à prélever un échantillon de l'huile qui a provoqué l'accident? Non. Bon, bah nous allons nous rendre sur les lieux pour le faire immédiatement. Il n'a pas plu depuis l'accident. Non, monsieur l'inspecteur, on y va. Vous avez une seringue? Une seringue? Bah, vous savez pas ce que c'est, une seringue? Si, il y en a dans la trousse à pharmacie, sous le siège. Bon, bah ça ira. Pour prélever un échantillon d'huile, pardi. Sur ces mots, il avala un trait de tequila pour faire passer un gros morceau d'oignon resté coincé au milieu de l'œsophage. Ils parvinrent au passage des Mouettes sur la route de Concarneau. Barbenet gara le véhicule juste devant la flaque d'huile. Il n'en restait pas beaucoup, les pompiers ayant nettoyé le maximum. Olivares vit la tache sur le sol. C'est ça? Oui, monsieur l'inspecteur. Il se pencha et aspira une petite quantité à l'aide de la seringue. Il vida le contenu dans un de ces petits flacons qu'il avait toujours sur lui, au cas où il ramasserait un truc intéressant. Il renouvela l'opération plusieurs fois, jusqu'à ce que le flacon soit plein. C'est une route autorisée aux poids lourds? Ah non, répondit l'alnique. Interdit aux véhicules de plus de 3 tonnes 5. D'ailleurs, il passe peu de monde par ici. Tous les gens du pays savent que la route est dangereuse, surtout à ce passage des Mouettes. À cause du virage et de la falaise? Oui, ce sacré virage est masqué par la bosse là que fait la route à cet endroit, vous voyez? Oui, oui, je vois, je vois. En arrivant, j'ai été surpris. Vous connaissez la route, Charles Germain? Non, je suis catégorique. Parce que je lui avais demandé un jour s'il avait déjà emprunté cette route. Il y avait eu un accident et c'est comme ça que le sujet était venu dans la conversation. Il avait répondu qu'il n'était jamais passé sur cette route et qu'il n'avait pas de raison d'y passer. Enfin, malgré tout, je lui avais dit de s'en méfier. Bon, d'accord. À mon avis, cette huile, elle n'est pas arrivée ici toute seule, hein. Même si cette voie était ouverte à la circulation des poids lourds, j'imagine mal comment une pareille quantité d'huile a été lâchée à cet endroit précis. Manifestement, on a balancé le contenu de 2 bidons, au moins. La malveillance existait, cette conclusion était entendue pour l'inspecteur. Le crime aussi, car ce geste avait été commis par une personne connaissant la faible fréquentation de la route et l'ignorance de la victime quant au piège qu'elle recelait. Un proche? Alors, monsieur l'inspecteur, vous êtes convaincu qu'il s'agit d'un crime? Sans aucun doute. Par contre, la vodka, la Loen, je serais étonné qu'il soit coupable. Ah bon, et pourquoi donc, hein? Un garagiste, cela se sert d'huile, non? L'huile, vous croyez qu'il en fait quoi? Il la mange en salade, peut-être? Bah non. Bah il la vend, bien sûr, tout le monde en achète. Bien sûr, dans ce cas, tout le monde est coupable. Ça peut être n'importe qui. Sauf Loen. Cette huile est neuve. Et lui, il aurait balancé de l'huile de vidange à tous les coups. C'est la falaise d'où il est tombé, là? Oui, oui, répondit Barbenec, parlant pour la première fois. Olivares jeta un œil en bas et nota les rochers acérés où venaient s'écraser les vagues d'un océan agité. À quelques encablures de la côte, un chalutier passait en laissant traîner ses filets à la remorque dans l'espoir de les remplir de poissons. Y a des témoins? Non mais je demande ça là parce que je vois passer le chalutier. Oui, monsieur l'inspecteur, dit Lanique. Justement, les marins pêcheurs du chalutier le Kergouan ont tout vu et ont prévenu le port par radio. Vous les avez interrogés? Non, pourquoi? Bah, pour savoir s'ils ont remarqué un détail. Bah, quoi donc? J'en sais rien, moi. Pour savoir, c'est tout. Ben, je vous donnerai le numéro du pont où mouille le bateau à Kerguelec. Vous n'aurez qu'à les interroger un soir, au retour de pêche. Ouais, j'y songerai, marmonna Ramon en entamant un nouveau morceau d'oignon. Les 3 hommes remontèrent dans l'estafette et firent demi-tour en direction de Kerguelec. Olivares sentait que cette affaire était louche. Bien que son nez fût rouge et constamment pris par le rhume, il avait un véritable flair. La sonnerie du téléphone le tira du sommeil profond et ronfleur dans lequel il s'était enfoncé en rentrant à l'hôtel, après avoir éclusé un bon litre de tequila. La sonnerie intempestive dont ressemblait hier à une mélodie douce m'étonnait plutôt de la charge de la cavalerie dans sa tête. Avoir la gueule de bois avec seulement un litre de tequila. Décidément, il vieillissait. Cherchant l'interrupteur pour éclairer la chambre, il renversa le téléphone, n'ayant juste le temps que de rattraper le combiné au jugé dans l'obscurité. Ouais, qu'est-ce que c'est? Je vous réveille? Ouais, quelle heure est-il? 11 heures du matin, monsieur l'inspecteur. 11 heures? Merde, c'est vous, Lannick? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous dire que le notaire, maître Baudy, ouvrira le testament de Charles Germain à 14 heures. Ah, intéressant, ouais. Je manquerai pas ce rendez-vous pour rien au monde. J'adore les ouvertures de testament. Ici passe des tas de trucs instructifs. Vous y serez? Oui, pourquoi? Comme ça. Bon, alors, cet après-midi? Ouais.
À peine raccrocha-t-il que le téléphone se mit en branle une seconde fois. Ouais, qu'est-ce que c'est encore? C'est Barbenec. Ah, après le chef, j'ai l'adjoint. Le chef Lani qui a appelé? Oui, oui, pour me convier à une surprise partie chez le notaire. Ah oui, je suis au courant. Je vous appelle de mon bureau pour d'autres informations. Allez-y, je suis tout oui. Bah, tout d'abord, j'ai le résultat d'analyse de l'huile. Alors? C'est de la module 120W100. Super qualité, hein. Elle est propre, neuve, enfin, je veux dire non usagée si vous préférez. Du genre un beau bidon tout neuf vidé sur la chaussée. Vous pensez comme votre chef? Non, pas vraiment, justement, j'ai d'autres détails à vous communiquer. Je vous écoute. Lorsque nous sommes allés arrêter Loen, chez lui, il regardait la télé. Il a affirmé l'avoir fait toute la journée. Il n'y avait aucun témoin pour le confirmer, mais en partant, lorsque j'ai éteint son poste récent, j'ai trouvé qu'il était bouillant. Je suis sûr qu'il fonctionnait depuis le matin. Intéressant, Barbenec. Il aurait pu le laisser allumer en se barrant. Quoi d'autre? Oui, c'est vrai. Je me suis aussi chargé d'annoncer la mauvaise nouvelle à Madame Germain. En la rencontrant, j'ai remarqué qu'elle dégageait une odeur curieuse. Laquelle? Une odeur d'huile. Bizarre, hein, pour une femme coquette comme elle. Vous seriez un brin perspicace, mon petit Barbedec, que ça m'étonnerait pas. Ah, merci, monsieur l'inspecteur, à votre service. C'est ça, à plus tard. Et surtout, n'hésitez pas à m'appeler si vous en avez d'autres comme ça à me servir, conclut Olivares. À son avis, Loen n'avait rien à faire dans cette histoire. Bien qu'il eût été l'amant de madame, évidemment, ça l'arrangeait peut-être que son ex-amant soit accusé. Il avait hâte de faire la connaissance de la veuve. Il se rendormit, non sans avoir tété le goulot d'une nouvelle bouteille de tequila pour étancher sa gorge asséchée par les discussions successives. Maître Boyer eut mille peines à loger tout le monde dans le bureau exigu de son étude. Il ne disposait que de 3 chaises dans la pièce entièrement meublée d'acajou, signe extérieur de goût et de richesse, preuve par neuf que la profession de notaire était encore juteuse et pas près de disparaître. L'une des chaises était occupée par maître Boyer en personne. Les 2 autres étaient réservées à madame Germain et à Gustave Géninec, adjoint de Charles Germain. Les autres, c'est-à-dire le brigadier chef Lanique, le gendarme Barbenec, monsieur Harrick, vague cousin de madame Germain ou ami confident, personne ne savait au juste, Gérard Germain, frère unique du défunt, et Ramon Olivares se tenaient derrière, debout. Ramon restait sur le côté de cet hémicycle afin de noter les réactions sur les visages à la lecture du testament. Tout le monde est là? Bien. Je vais procéder à l'ouverture du testament, dit le notaire. À cet instant, un silence de mort fit place au brouhaha du début. Alors, je vous lis le texte. Moi, Charles Germain, saint d'esprit, et sous aucune influence ou menace, déclare léguer mes actions, obligations et comptes courants, ainsi que mes objets personnels à mon épouse, Laure Germain, qui, j'espère, ne gaspillera rien et laissera le tout à la Banque des Germains. Je lègue la totalité des parts de ma société à Gustave Géninec, mon fidèle adjoint, en espérant qu'il continuera dans la voie que j'ai tracée. Si joint un petit cadeau à l'intention de ma femme qui, je le souhaite, lui rappellera de bons souvenirs. Voilà, c'est tout. Voici le paquet, madame Germain. Celle-ci, apparemment étonnée, ouvrit le paquet. Ramon Olivares put lire la déception affligeante se dessiner sur son visage lorsqu'elle comprit que le paquet ne contenait que des diapositives réalisées lors de différentes vacances. Elle attendait manifestement autre chose. Mais quoi? Elle était à moitié perdante. Elle ne recevait que les liquidités, pas la société. Le pseudo-cousin ou ami partageait la même affliction que la veuve Germain. Ce loustic méritait une petite enquête. Quant à Gérard Germain, il appartenait à la catégorie des types qui n'avaient jamais eu de chance. Il était venu minable et pauvre et repartirait tel quel. En plus, habitant Strasbourg, il paraissait exclu de la liste des suspects. Gustave Gélinec, enfin, sa surprise était immense. Il manifestait une telle joie, un tel étonnement qu'il était aussi exclu de la liste. Il restait donc Harrick et la veuve, plus Loen, mais il en doutait sérieusement. Lequel de la femme ou du prétendu cousin était-il le coupable? Olivares avait examiné les restes calcinés de la voiture de marque allemande. Lanique ne mentait pas lorsqu'il affirmait qu'il ne trouverait pas d'indice. Impossible de savoir si l'ABS avait été trafiqué. Tout était embouilli. Considérant Loen comme un témoin plutôt que comme un criminel, Olivares se dit qu'il était temps de vérifier cette histoire d'ABS. Il devait interroger Loen. Il prit sa mobilette et se dirigea vers la prison de Lorient.
Après les habituelles formalités d'entrée, il rencontra le garagiste. Ce dernier était complètement abattu. Visiblement, c'était la première fois qu'il se trouvait en prison et ça le rendait presque dépressif. Loen? Oui, c'est moi. Je voudrais vous parler. De quoi? Qui êtes-vous? Inspecteur Olivares de la police judiciaire de Paris, quai des Orfèvres. La PJ? Alors c'est ça, hein, on m'accuse de crime. Je ne vous accuse pas, je tiens à vous le préciser tout de suite. Je crois même à votre innocence. Ah bon? Bah alors qu'est-ce que je fais ici? Vous êtes en détention provisoire. Croyez-moi, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Seulement, tant que je n'ai pas trouvé le vrai coupable, Lannick ne vous lâchera pas. Lannick, cet enfant de salaud. Ah, vous ne le portez pas dans votre cœur, à ce que je vois. Ah bah lui non plus, hein. Ah ça, on peut dire que ça l'arrange que je sois en tôle. Ça en arrange d'autres aussi, hein. Qui donc? Bah Madame Germain. Comme ça, l'amant que je suis ne viendra plus de l'importuner. Elle vous avait signifié sa décision de rompre? Oui. Et vous étiez d'accord? Bah non. Mais c'est pas une raison suffisante pour tuer son mari, hein. C'était mon meilleur client. Il changeait de voiture tous les 6 mois et que de la belle bagnole, hein. Mais même si je le faisais cocu, hein, c'était un type sympathique. Bon, revenons à l'ABS. L'ABS? Bah, j'ai déclaré à Lannick que je l'avais regardé, cet ABS. Il avait pas de panne. Aucune. Il fonctionnait parfaitement, j'en suis sûr. D'abord, je suis équipé pour les tester. Je suis formel. Pourtant, Germain est venu vous voir pour le faire vérifier après des pannes. Ouais, des pannes momentanées, précisa Lowen. Comme s'il s'était arrêté quelques secondes durant lesquelles les roues s'étaient un peu bloquées. Ensuite, tout était revenu normal. Tout l'été, lorsque j'ai pratiqué l'examen, en tout cas. Peut-il être retombé en panne ensuite? Vous savez, l'électronique, ça débute, hein, c'est fragile, c'est capricieux. Ouais, bon. Mais c'est tout ce que je voulais savoir. Je vais essayer de vous sortir de là le plus tôt possible. À bientôt, dit Olivares en sortant de la cellule. Bon, procédons par ordre, pensa Ramon. Je passe à la morgue voir le corps. Ensuite, j'ai fait récupérer tout le parcours depuis le bureau jusqu'à l'accident. Ça devrait me prendre un petit moment avec la mobilette. Ce soir, j'espère que Barbenac aura tous les renseignements que je lui ai demandé à la sortie de l'ouverture du testament. Olivares enfourcha la pauvre mobilette, couinant comme un goré tant il était difficile de supporter la graisse de son propriétaire. Pétaradant, fumant, elle finit par avancer de quelques centimètres qui devinrent des mètres et commença une longue course agonisante. Le cadavre était étendu sur le tiroir, brûlé, méconnaissable et froid comme un cadavre. Ramon Olivares était habitué à voir des morts, surtout des moches. C'est fou ce qu'on a l'air moche quand on est un cadavre, se disait-il, surtout lorsqu'on est brûlé de la tête aux pieds. Heureusement qu'on peut pas se voir, on se ferait peur. Hein. Vous n'avez rien remarqué de particulier, docteur? Si, un détail que je n'avais pas vu immédiatement. Et quoi donc? Une coupure à la main droite. Due à quoi? Du verre blanc, brisé. Un verre qu'il aurait brisé entre ses mains? Oui, oui, du verre fin, un verre à cognac par exemple. Ah, merci docteur. Vous éclairez ma lanterne, dit Olivares en se retournant. Un petit verre à cognac qui aurait été brisé. Pour quelle raison? Accident ou colère? En cheminant sur sa fière monture, il se prit à rêver. Il était prêt à parier que le verre avait été brisé de rage lorsque Germain avait appris une nouvelle le mettant hors de lui. Lorsqu'il parvint au bureau de la société de feu Charles Germain, il pria la secrétaire de lui faire rencontrer le nouveau directeur, Gustave Gélinec. La jeune femme l'introduisit immédiatement. Ah, bonjour, monsieur l'inspecteur, s'empressa de lui dire le directeur. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène? C'est la mort de monsieur Germain, je suppose. Vous supposez bien. J'ai quelques questions à vous poser. J'ai peur de ne pas être d'un grand secours, mais demandez toujours. Quel genre de patron était-il? Oh, un patron très exigeant sur la qualité du travail. C'était un homme avare de compliments et avare tout court. Nos salaires, tout en étant corrects, ne correspondaient généralement pas au mérite et à l'effort fourni. Il était tyrannique, violent? Ah non, 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 jamais. Que faisait-il de l'argent? Il se servait? Officiellement, raisonnablement. Il réinvestissait la plupart des bénéfices. Il avait acheté un nouveau tonnier. Et le reste? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je crains qu'une partie ait été détournée. Ben oui, c'est ça. Il jouait à cache-cache avec le fisc. C'est possible. Où est cet argent? Je ne sais pas, monsieur. Bien avoir une petite idée. Ben, peut-être sur un compte en Suisse. Un compte en Suisse? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous demandez souvent la Suisse au téléphone.
Comment le savez-vous? Sa secrétaire écoutait de temps en temps au téléphone. C'est elle qui a eu le coup de fil avant qu'il parte? Oui, oui. Envoyez-la moi. La secrétaire entra aussitôt l'appel lancé sur l'interphone par Gustave. Vous allez me raconter ce qui s'est passé juste avant que monsieur Germain ne parte lundi à 15 heures, demanda Olivares. Ben, j'ai reçu un appel anonyme pour monsieur Germain. Un appel anonyme? Comment savez-vous qu'il était anonyme? Le correspondant a refusé de décliner son identité et a dit que c'était très important. Le correspondant? C'était la voix d'un homme? Oui. Enfin, la voix était déformée, comme une voix d'ordinateur. Elle était grave. D'accord. Et ensuite, vous avez entendu la conversation? Oui, monsieur l'inspecteur. Il a dit qu'il était un ami qui lui voulait du bien et que sa femme était avec son amant à la villa Lamarée sur la route de Concarneau. Il a dit qu'à sa place, il irait vérifier. Le piège classique, pensa Ramon. Cet idiot a mordu à l'hameçon. Est-ce que vous avez trouvé un verre brisé sur le bureau de la victime? Oui, oui. C'est tout. Vous pouvez y aller. Merci, monsieur le directeur. Au revoir, dit Olivares, sans attendre qu'on le raccompagne à la porte. Le piège, un énorme piège dans lequel Germain avait foncé tête baissée. Il restait maintenant à trouver le coupable. Il avait sa petite idée là-dessus. Il roulait depuis une bonne demi-heure lorsque Ramon parvint au lieu du crime. Cet endroit méritait parfaitement son nom, le passage aux mouettes. Le ciel et la falaise étaient en permanence envahis par ces oiseaux de mer, attirés par les détritus, les restes de poissons rejetés par les chalutiers dans cette crique grâce à la force des courants. Les mouettes trouvaient ici leur pitance à n'importe quelle époque de l'année. Elles étaient si nombreuses qu'il eût été plus facile de glisser sur leur déjection, maculant la route, que de déraper sur une flaque d'huile bien propre. Olivares allongea sa mobilette sur le côté de la route dans l'herbe. Il s'approcha de la falaise. D'après un vieux pêcheur, sur le côté de la falaise, après le tournant, il y avait un chemin pas trop abrupt descendant au pied des rochers. Il put vérifier ses dires en apercevant le passage décrit par le pêcheur. Malgré ses 130 kilos, il n'eut pas trop de mal à descendre. Parvenu sur les rochers où s'était écrasée la voiture, il se mit à la recherche d'indices qui auraient échappé aux gendarmes. Il ne trouva que des débris, des miettes de voiture. Un peu plus loin, il vit quelques taches blanches jonchant le sol. Il reconnut alors ce qu'il avait devant les yeux. Des mouettes mortes, échouées sur les rochers, rejetées par les flots. La découverte excita sa curiosité. Que faisaient ces mouettes mortes ici? Elles étaient trop nombreuses pour que ça puisse être un pur hasard. Elles s'étaient probablement entretuées pour un morceau de poisson. Seulement, il eut beau les tourner, les retourner, les examiner de très près. Aucune d'entre elles ne présentait de traces de coups de bec. Pas la moindre blessure apparente. C'est pourtant pas une marée noire qui a causé leur mort, sinon elles seraient engluées jusqu'à la moelle des os. C'est curieux. Par acquis de conscience, il préleva 4 mouettes et les jeta dans un sac en plastique. Sac qu'il prenait toujours en papier pour la même raison qu'il possédait toujours des flacons, au cas où il y aurait quelque chose à ramasser. Il les enverrait au laboratoire ou chez un vétérinaire afin de connaître la cause de leur destruction. Il était temps de rentrer pour voir si l'ami Barbenec avait bien travaillé. Il fêta son étonnante découverte par une rasade de tequila et enfourcha la mobilette, ou plutôt s'affala sur elle, encaissant de nouvelles douleurs. Le gendarme adjoint se tenait dans le hall de l'hôtel, dans un recoin destiné aux visiteurs. Assis sur un canapé en osier tendu de tissu écru, il attendait, le képi soigneusement posé sur ses genoux serrés. Il se leva lorsqu'il aperçut l'inspecteur Olivares traînant sa carcasse. « Ah, vous voilà, j'espérais bien vous voir aujourd'hui. Vous avez ce que je vous ai demandé? » « Oui, j'ai fait ma petite enquête. L'emploi du temps de madame Germain. Elle est restée chez elle de 13h30 à 15h30, c'est-à-dire dans l'intervalle de temps qui est nécessaire pour préparer la route au passage des mouettes. Un seul chez elle, évidemment. Évidemment. Personne pour vérifier l'alibi. Personne. Je me suis aussi renseigné sur monsieur Harrick, son prétendu cousin. Il est aussi cousin avec elle que moi avec le pape. En fait, c'est un marin. Radari sur le Kergouan, un chalutier qui traîne ses filets au bord des côtes bretonnes. Le Kergouan? Celui qui a signalé l'accident? Celui-là même. Harrick a-t-il vu l'accident? Non, non. Son métier le force à avoir les yeux rivés sur son écran de contrôle pour repérer les rochers, ainsi que les bancs de sable et de poissons. Quoi d'autre sur ce type? Il est possible, je dis bien possible, qu'il soit l'amant de madame Germain. Ah, ça expliquerait la tête qui faisait l'ouverture du testament. Ces deux-là attendaient une chose qui n'a pas été mentionnée dans le testament. Probablement les sommes que bloquait son mari sur un compte suisse, peut-être, comme le chocolat. Rien d'autre? Non, monsieur l'inspecteur. Bon.
Ah, je crois que j'ai bien fait de faire saisir le testament et les diapositives. Mais t'as vu que tout cela, ça cache un beau mystère. Eh bien, je vais vous donner encore un peu de travail, Barbenec. Je vous écoute, monsieur l'inspecteur. J'ai trouvé des mouettes mortes sur les rochers, près de l'accident. Des mouettes? Oui, oui, des mouettes. Ah, cette bestiole là qui gueule tout le temps et vous envoie défiante en recommandé à tout bout de champ. Vous connaissez pas un vétérinaire qui pourrait me dire de quoi elles sont mortes? Un vétérinaire? Il y en a un à Kerguelec, mais à part les toutous à sa mère, c'est tout ce qu'il connaît. Non, je vous conseillerais plutôt d'aller voir Paul Emonec, l'ornithologue des îles Kerguelen. L'ornitho quoi? L'ornithologue, il étudie les oiseaux. C'est sûrement le meilleur spécialiste, hein. Vous pourrez m'y conduire demain? Bien sûr, avec plaisir. Toujours heureux de collaborer avec la police. Ok, on verra ça demain, filmé Olivares. L'inspecteur était de mauvaise humeur. Il avait mal dormi toute la nuit. Son sommeil avait été agité. Il avait rêvé de mouettes lâchant des déjections sur son costume passablement crasseux. Dans la 4L qui roulait vers les îles, il régnait un silence étouffant. Olivares avait l'esprit concentré sur deux faits. Ce fameux conte suisse et ces mouettes mortes sans raison apparente. Sur le second point, il espérait une réponse de la part du spécialiste. La première question restait un mystère entier. Ils prirent le bateau et parvinrent à l'île où le professeur Remonec les attendait, prévenu par radio de leur arrivée. Il leur souhaita la bienvenue. Olivares, sans plus attendre, en vint droit au fait. Voilà, monsieur le professeur, j'ai trouvé des mouettes mortes, échouées sur des rochers. J'en ai pris 4. Elles ne me semblent pas blessées. Est-ce que vous pourriez les examiner et me donner la cause du décès? Écoutez, je vais essayer. Le professeur prit les mouettes, une à une, les palpa, les examina sur toutes les coutures. Puis, avec un fin scalpel, il se décida à ouvrir l'une d'entre elles. À peine l'avait-il ouverte, il la reposa. Ah bah ça confirme bien mes doutes. Quel doute? Vos mouettes, elles sont cuites. Cuites? Comment ça, cuites? Cuites? Comment voulez-vous que je vous l'explique autrement? Cuites comme si elles étaient passées au four quelques instants. Comment c'est possible? Ah, ça arrive parfois avec les radars de forte puissance. Les radars? Qu'est-ce que les radars ont à voir avec tout ça? C'est en s'apercevant que des mouettes tombaient cuites sous l'effet des ondes émises par les radars que l'on a découvert le principe du four à micro-ondes. Vos mouettes ont été cuites comme dans un four à micro-ondes. Où trouve-t-on des radars comme celui-là? Sur les bâtiments de la Marine nationale, par exemple. On peut réussir la même chose avec un radar installé sur un chalutier? Oh, a priori non. Par contre, il existe peut-être des moyens d'augmenter la puissance initiale. Moi, je vous conseille de vous renseigner à la rade de Brest, hein, ils sauront mieux vous répondre que moi. Ok, je vous remercie beaucoup, professeur. Barbenec et Olivares s'adressèrent un clin d'œil. L'enquête progressait enfin. Dans la foulée, ils avaient poussé jusqu'à Brest, dans les locaux de la Marine nationale. Ils s'adressèrent à l'accueil pour l'établissement de laissez-passer et pour obtenir le nom d'un spécialiste en radar. On les dirigea vers le bureau de l'enseigne de vaisseau Orsini. Bonjour, messieurs, leur dit ce dernier. En quoi puis-je vous être utile? Nous voudrions vous poser quelques questions sur le radar. Je vous écoute. Voilà, est-ce qu'il est possible d'augmenter la puissance d'un radar de chalutier, au point de pouvoir griller des mouettes? Ah oui, vous parlez d'un des effets secondaires des ondes sur ces volatiles. Oui, bien sûr, c'est possible. Ça demande du matériel supplémentaire et des bonnes connaissances. Vous parliez d'effets secondaires, il en existe d'autres? Ah oui, 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 tout à fait. Il y a un phénomène curieux qui est arrivé à certains automobilistes près des côtes allemandes. Le système ABS de leur voiture tombait en panne momentanément lorsqu'un navire militaire passait à proximité. C'est marrant, non, hein? Très. Inspecteur, dit Barbenec, vous croyez que c'est ça qui a mis l'ABS de Germain hors circuit? Ouais, je crois bien. D'autant qu'un chalutier croisé dans les parages avec un radar piloté par un opérateur nommé Harrick. Romain Harrick, dit le militaire? Oui, vous le connaissez? Si je le connais? Bien sûr. Si quelqu'un peut bricoler un radar, c'est bien lui. Ah, c'est intéressant. Je parlerai de vous dans mon rapport, monsieur Orsini, comme de l'homme qui m'a mis la puce à l'oreille. Pour peu que vous incitiez, vous aurez votre photo dans le canard. Bon allez, sur ce, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a des coupables arrêtés, dit Olivares en prenant congé. Il tenait son meurtrier et un mobile probable. Restait à accumuler des preuves. La nuit porte conseil, dit-on. Celle-ci fut entièrement bénéfique. Olivares avait fait mûrir un plan diabolique. Il avait l'intention de le mettre à exécution. Il en fit part au gendarme Barbenec et Lanique, ce dernier étant forcé d'admettre que l'ON n'était pas si coupable qu'il voulait bien le croire. Lorsqu'il se rendit sur le Kergouan, ce fut en compagnie d'un huissier et de l'enseigne de vaisseau Orsini.
Ils montèrent à bord et demandèrent à voir Romain Haric. On les fit descendre dans une cabine où officiait le suspect. À la vue de l'inspecteur, ce dernier pâlit. Il devint carrément livide lorsqu'il découvrit Orsini. Bonjour, monsieur Haric, dit Olivares. Vous vous souvenez de moi? Oui, monsieur l'inspecteur, bredouilla Haric. Vous connaissez monsieur Orsini? Oui, oui. Bien. Vous allez mettre en marche le radar du chalutier, s'il vous plaît. J'ai toujours rêvé de voir comment ça marchait. Et à pleine puissance, le radar, dit Olivares. Voyant qu'Orsini l'observait, qu'il connaissait ses capacités professionnelles, il dut obéir sans tricher. Monsieur l'huissier, monsieur Orsini, je vous prie de veiller à ce que le radar reste bien à pleine puissance, dit Olivares en montant sur le pont. Sur le quai, les 2 gendarmes, un autre huissier et Albert Lorraine attendaient. Il y avait une voiture identique au modèle de monsieur Germain. Des testeurs étaient branchés. Alors? Bah, rien ne marche, monsieur l'inspecteur, dit Loen. L'ABS est inefficace, complètement brouillé. Parfait, fit Olivares en rejoignant la cabine. Il se planta devant Haric et sortit ses menottes. Monsieur Haric, vous êtes en état d'arrestation. Je vous arrête pour le meurtre de Charles Germain. Quoi? Vous êtes sot ou quoi? Tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de garder le silence, etc., etc. T'es fait comme un rat, mon gars. Ta maîtresse va pas tarder à te suivre. Allez hop, au panier à salade. Les 2 gendarmes, accompagnés des huissiers, de Haric, menottes au poing, et Olivares, rejoignirent la villa de la veuve Germain. Elle fut extrêmement surprise en voyant tous ces personnages. Elle poussa un cri de stupéfaction lorsque Ramon eut la bonne idée de s'effacer, dévoilant Haric planqué derrière lui. Tiens, pour une surprise, c'est réussi, non? Mais, bredouilla-t-elle, il a des... Romain! Les menottes? Ah oui, les menottes. Rassurez-vous, madame Germain, j'en ai une 2e paire pour vous. Pour moi? Oui, je vous arrête pour le meurtre de votre mari. Mon mari? Mais comment aurais-je pu le tuer? Et puis pourquoi? Comment? Avec votre complice, Romain Haric. Vous avez répandu de l'huile sur la route menant à Concarneau, vous avez appelé votre mari en déguisant votre voix. Il a pris la poudre d'escampette, il a foncé sur la route. Le chalutier est arrivé dans les parages, Haric a utilisé le radar bricolé et a neutralisé son ABS au bon moment, le précipitant du haut de la falaise. Comment pouvez-vous affirmer que j'ai appelé mon mari? A-t-on reconnu ma voix? Avec un appareil abaissant le ton de votre voix. J'ai trouvé cet appareil en perquisitionnant chez Romain Haric. J'y ai aussi trouvé les clés de votre maison et les photos pour le moins compromettantes. J'ai vérifié en parlant dans cet appareil. Vu ce que la secrétaire de votre mari a entendu, il s'agissait de la voix d'une femme déformée pour donner l'illusion d'une voix d'homme. Quant à l'huile, madame, c'est ceci qui vous accuse, dit-il en désignant la Ferrari. Ma Ferrari? Oui, elle utilise une huile haut de gamme, la motule 120W100. La comptabilité de monsieur Loen est catégorique à ce sujet. Vous êtes la seule personne de la région à en acheter. Pourquoi aurais-je tué mon mari? Pour l'argent, bien sûr. Quoi? Mon mari était riche? Oui, mais il ne vous donnait pas assez à votre goût. Il avait un compte en Suisse où il entassait de grosses sommes. Ah bah parlons-en de ce compte. Il m'avait dit qu'il existait et il n'y avait rien dans le testament. Faux. Archi faux. D'abord, le gendarme Barbenek, qui parle allemand, m'a dit que la banque des Germains se disait Germanische Bank en allemand. Cette banque existe bien à Genève. Quant au numéro, il se compose de 12 chiffres. Les 12 chiffres des 12 diapositives, classées dans le bon ordre. Je m'en suis aperçu car l'une des diapositives comportait le chiffre 0 tracé à la main. Le numéro complet était celui-ci. 1 0 9 3 4 6 7 7 8 1 0 2. Ces diapositives étaient prises dans différentes séries. Désolé madame, veuillez nous suivre. Les menottes cliquetèrent à ses poignets.